Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la paracha Be'alotra, paracha qui, comme on a vu lundi soir, comme je disais juste avant, la paracha qui nous parle des râleurs. Paracha qui va nous parler pendant les prochaines 3 semaines. On a vu ça exactement, on a vu ça longuement dans le cours de lundi soir. Le peuple qui n'arrête pas de râler, qui est jamais content, toujours en train de se plaindre. Une fois on veut de la viande, une fois on veut le poisson. Une fois, on veut retourner en Égypte. Après, c'était bien sûr l'eau. Mais c'est pas un sujet, si on a vu ça lundi soir dans le cours, le guide des râleurs. Comment et pourquoi râler. Pour voir ça sur le cours de lundi soir. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est sur le premier verset, justement. Le premier verset, l'autre est un érote. L'ordre qui a été donné à Aaron, puisqu'on parlait la semaine dernière, on a fini l'inauguration du temple. Quand tu vas t'occuper de faire mettre la menorah, d'allumer la menorah tous les jours, il y a Hirushivat Hanerot, c'est comme ça que vont éclairer les 7 bougies. On va voir pourquoi la Torah elle vient te répéter cette semaine, alors qu'on a déjà vu ça dans la paracha Trouma. Pourquoi la Torah elle te répète encore une fois le fait de savoir comment était confectionnée la menorah. Quelles étaient les 7 branches de la menorah, quel enseignement par rapport à l'unité du peuple juif. D'abord, regardons les détails. Les détails de la mitzvah de l'allumage de la menorah. Be'alotra, chapitre 8, verset 1. Dieu dit à Moshe, parle à Aaron et dis-lui, quand tu feras monter les lampes, c'est vis-à-vis de la face de la menorah du candélabre que les 7 lampes éclaireront. Ainsi fit Aaron, c'est vis-à-vis de la face de la menorah qu'il en disposa les lampes, comme Dieu l'avait ordonné à Moshe. Ainsi fut confectionnée la menorah. Elle était toute d'une pièce en or, jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs. C'était une seule pièce. Après la forme que Dieu avait indiquée à Moshe, ainsi avait-on fabriqué la menorah. Maintenant, la question que les commentateurs te demandent sur ce verset, tous les commentateurs demandent cette question, le Babanel, le Alcher, le Rachaim, tout le monde demande la question. Premier verset te dit comment Aaron devait allumer la menorah. Faire la menorah ou comment la faire, on a déjà vu ça dans la paracha Trouma. Quel rapport ici? Pourquoi tout d'un coup la menorah, la Torah, elle te mélange? Et elle te dit, vas-y, la menorah, et ainsi tu devras fabriquer la menorah. Ça, je sais comment la fabriquer, c'est pas le sujet ici. C'est une répétition. Très bien, tu t'ennuies. On sait très bien que la Torah te dit des centaines d'halachot sur un mot, sur une lettre, sur une couronne. Est-ce que tu as répété maintenant? Pourquoi tu le répètes? Encore une fois, c'est ce que l'habit il veut qu'on comprenne. Si la Torah te répète, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que tu cherches en me répétant cette chose qu'on a déjà vue? D'accord? Et c'est une question que même Rashi ne te demande pas. Je veux dire, Rashi ne te demande pas cette question. Donc, en général, quand il y a une question dans le sens simple, Rashi te fait une alerte. Réfléchis. Là, l'habit te dit, il y a quelque chose. Pourquoi répéter pour répéter? Bien sûr, une leçon ici qu'on va savoir. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Maintenant, Rashi, qu'est-ce que tu dis justement sur ce verset? Quand tu feras monter, étant donné que la flamme s'élève, le texte emploie pour leur allumage le mot monter. Be'alotra, c'est le mot de la paracha, le nom. L'allumage doit se poursuivre jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. Tu ne peux pas juste mettre la mèche et bon, après c'est. Que le temps que ça prend, ça c'est le sens simple, on va rentrer dans les détails. Maintenant, vient Nachmanide, Ramban, qui est toujours l'opposant de Rashi, puisque chaque fois qu'il y a une discussion dans le Chumash, Rashi donne une chose, Ramban, il vient toujours à l'opposé. Alors. Il te dit, pourquoi on dit Maaseh Menorah? Il te dit, c'est une raison spéciale. La confession de la Menorah est répétée à nouveau, afin d'indiquer que pour les générations à venir également, la Menorah devrait être confectionnée d'un seul bloc, et cette condition est invalidante. Miksha, la Torah nous dit, qui veut dire qu'on devait faire la Menorah en un seul bloc d'or. Ça ne peut pas être des morceaux comme des pièces détachées de PVC que tu colles ou quoi que ce soit. Ça doit être un seul bloc. Et c'est la raison pour laquelle la Torah te répète, pour te dire que c'est pas seulement la Menorah qui avait dans le temple qui devait être faite en une fois en un bloc, mais même les menorahs des générations futures devront être faits en un bloc. Ok, ça c'est pour Rambam. Elle existe toujours cette menorah? Elle existe toujours, tout dépend. Certains te disent qu'elle a été cachée, certains disent qu'elle a été emprisonnée, qu'elle a été prise avec les éléments du temple qui ont été volés. Au Vatican? Si ça se tient à ce que les gens y disent. C'est vrai que ce matin j'ai entendu à Rockefeller, Non. des kelim Du Beth Amikdash. C'est vrai? Qui ressemblent Je pas? sais pas. Ressemble, il y a beaucoup d'endroits qui ont reproduit exactement la même chose. On a vu, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec Rashi. Pourquoi? Parce que ce din, Rockefeller s'est interdit. Cette halakha, que la menorah doit être faite d'un bloc, quel rapport ici? C'est pas l'endroit où on parle de comment créer la menorah, de comment fabriquer la menorah. À la rigueur, dis-moi ça dans la paracha Trouma, quand tu m'expliques comment fabriquer la menorah. Là-bas, dis-moi que c'est quelque chose que tu dois faire à travers les générations, la paracha Trouma ou bien la paracha Emor. Surtout que là-bas, c'est écrit Chukat Olam le Dorotechem, que c'était. Comment on appelle ça? C'était une loi pour les générations à venir. Donc ça, c'est la paracha de comment confectionner, comment faire la menorah. Mais ici, ça n'a pas de sujet, apparemment, c'est en trop. Vient le Rachaim.
Rabbi Chaim Ben Attar, il t'explique que le verset, il vient t'expliquer justement une erreur que tu peux avoir dans la compréhension des versets. Qu'est-ce que ça veut dire, Be'alotra et Anerot, quand tu élèveras les flammes? Il vient te dire que les nérotes, c'est quoi les nérotes? Tu peux traduire ça comme les flammes, tu peux traduire ça comme le récipient dans lequel tu mets l'huile et tu mets la mèche et tu mets l'huile, etc. Et ce récipient n'était pas fixe dans les branches de la menorah, mais on avait l'habitude de les descendre, de les remplir et après les mettre sur la menorah. C'est comme des petites cruches que tu remplis et que tu mets sur la menorah. De là, j'aurais pu déduire qu'une fois que tu as fait la menorah, tu n'avais pas de devoir que la menorah soit un bloc. La preuve, c'est que les bougies eux-mêmes ne sont pas partie du bloc. Et quand la Torah t'a dit que ça devait faire partie d'un bloc, c'était seulement au départ. Mais après, ça, si tu veux, tu peux la faire en plusieurs morceaux. Vient le verset et te dit, Vezem Aser Menorah Miksha, pour te dire que la loi de Miksha, la loi que ça soit un bloc, c'est tout le temps, même après. Et ça, c'est le Rachaim. Regardons le texte. La raison de la répétition de la confection de la menorah déjà élaborée dans les parachutes Trouma et Vayak, elle pourrait s'expliquer selon l'avis affirmant, qu'est-ce qui te dit que les lampes de la menorah n'étaient pas fixées sur celle-ci. En effet, nous aurions pu affirmer qu'étant donné que la Torah ordonne ici de démonter et remonter les lampes de la menorah tous les jours, la menorah elle-même pourrait ainsi être démontée et remontée à volonté. C'est un objet. C'est pourquoi le texte précise que non, que la menorah devait être faite d'un bloc. Un seul bloc, tu ne pouvais pas t'amuser à la monter et remonter. Ça devait être un seul bloc. C'est pas la même chose que les nérotes, comme j'ai dit, ces récipients dans lesquels tu mets l'huile, etc. etc. Rabbi dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Le Rachaim, il t'explique, bien sûr. Le Rachaim, il n'explique pas ça d'après le Pshuto Shel Mikra, comme on sait le sens simple. Que d'après Rashi. Que même d'après Rashi qui pense que les bougies n'étaient pas un bloc avec la menorah. Et donc on aurait pu dire que puisque chaque jour je dois mettre les blocs de bougies, tu sais, le récipient avec l'huile, etc. sur la menorah. Donc la menorah, c'est Mais- aussi comme ça. Oui, mais qu'on aurait pu penser faire cette erreur. Mais clairement, Rachid te dit que non. Quand on te dit Be'alotra et Anerot, c'est pas quand tu élèveras les bougies. Quand tu dis la traduction, quand je ferai monter la flamme, je veux dire, Nerot, c'est les bougies. Rachid te dit, c'est pas les bougies, c'est pas ces blocs. C'est la flamme qui tu dois monter. En deux mots, que tu dois élever la flamme, et les blocs en soi, ils sont dessus. Même si on sait très bien qu'ils pouvaient être descendus ou remontés. Rachid te dit clairement, Al-Shem Shehalav, c'est sur la flamme que la Torah, elle te dit le mot Be'alotra, que tu dois allumer jusqu'à ce que la flamme, elle monte en elle-même. Donc on voit que Rachid te dit pas que c'est un rapport avec les blocs ou ces récipients que tu devais monter et descendre tous les jours. Et donc on reste la question, quel est le but d'avoir répété ici encore une fois Vezem Ma'aseh Menorah? Quel est le but? Pourquoi la Torah te répète quelque chose qui apparemment est hors sujet? Ça n'a rien à voir, c'est pas la paracha de cette semaine. On nous parle pas ici de comment construire la menorah, c'est pas le sujet qu'on est en train de parler. Tu m'as juste dit quel était le devoir d'Aaron d'allumer la menorah. Tu me parles maintenant comment la confectionner. Une autre question que la Bible rajoute. Quel est le but de dire dans cette paracha cette semaine, comme maintenant on a inauguré le temple, Be'alotra et Anerot, quand tu vas lever les flammes, vers la menorah vont éclairer les 7 bougies. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a vu déjà dans la paracha Trouma. Paracha Trouma, on l'a vu clairement. Ve'asita et nerota ashiva, tu devras avoir 7 branches, 7 flammes. Ve'la et nerota ve'ir aleva panea, tu vas élever les flammes et ils vont éclairer vers le centre, vers la tige centrale, vers la bougie centrale. Donc on a déjà tout vu dans la paracha Trouma. Donc à la rigueur, tout ce verset, c'est un verset qui est aussi en trop, qui ne sert absolument à rien ici. Maintenant, on a vu dans Rashi, dans la paracha Trouma qui t'expliquait que les bougies devaient être faites d'une manière qu'ils étaient tous, 3 d'un côté, 3 de l'autre, ils étaient tous comment on appelle ça, penchés vers la bougie intérieure. Regardons comment Rashi te disait. Dans le chiffre 3, la mèche devait-elle être dirigée vers la tige centrale. Quand, dans Trouma 25-37, tu feras ces lampes au nombre de 7, ainsi quand on les disposera. Elle éclairera vers sa face, dispose des 6 lampes qui sont au sommet des branches latérales de la menorah. De telle manière que lorsqu'on les allume, ils éclairent vers la tige centrale qui est la face de la menorah. Ça, c'est ce que Rachid nous a dit. D'accord? Maintenant, comment à ce moment-là tu dois avoir un ordre de les allumer de manière telle qu'ils éclairent vers la bougie centrale? Puisque depuis le départ, qu'est-ce que ça veut dire que tu fais les blocs vers la centrale, pour comprendre? Une fois quand tu fais un bloc avec de l'huile, etc., tu as un bec ici. Tu mets la mèche ici. Et donc, bien sûr, si le bec il est là, la mèche elle est ici, automatiquement la flamme elle est vers la bougie centrale. Si tu mets le bec ici, ben, la flamme elle sera vers ici. Donc si les blocs, si les récipients sont déjà faits d'une manière que la flamme doit être vers la bougie centrale, qu'est-ce que tu me répètes ici? Ben, la traite anérote. À ce moment-là, on a dit quoi? Elle moule, tu devras t'assurer que les flammes y vont. Automatiquement, si c'est fabriqué de cette manière, il n'y a pas le choix. Ça ne va pas aller ailleurs, ça ne va pas aller d'un autre côté. D'accord? Pas besoin d'avoir encore un ordre particulier sur cette semaine.
attention, quand tu les allumes, fais en sorte qu'ils soient vers la centrale. De toute façon, ils sont faits pour être vers la centrale. Non, ils peuvent peuvent être- pas être de l'autre côté. Ils peuvent être comme ça Je aussi. dis encore non, puisque quand tu les as fabriqués, tu as fait en sorte que le bec il est ici, il est au milieu. Si le bec il est ici au milieu, la mèche elle est ici. Tu Ouais. peux mettre la mèche ici, la flamme. Donc automatiquement la flamme elle est vers la centrale. Ah, et c'était comme ça. Les becs, après je montrerai le dessin, les becs de tout ce qui est les bocaux, ils étaient faits avec, comme tu as dans une carafe ou des Ils choses étaient pareilles. orientés vers le centre. Ils étaient vers le centre. Et donc automatiquement, il n'y a pas besoin d'avoir un autre, C'est pas grave. voilà ça, une autre loi pour te dire qu'il faut faire une chose pareille. Et c'est pour ça que Rashi te dit clairement, regarde dans Rashi dans Béalot 1, Rashi dans cette semaine, dans le chapitre 8, verset 2. Quand il te dit Yair ou Shivat Anerot, les 7 lampes éclaireront. Il y avait 6 lampes sur les 6 branches de part et d'autre. 3 branches à l'est, dont les mèches étaient dirigées vers la branche centrale de la menorah. Et les mêmes 3 branches à l'ouest, dont les têtes de mèches étaient aussi dirigées vers la branche centrale. C'est là que Rashi change dans la paracha et nous dit les mèches et les têtes de mèches. Ah, comme il a expliqué dans la paracha Trouma, te parlant des 6 lampes ou des 6 bocaux, on comprend qu'il y a ici un ordre particulier à Aaron. À part le fait que le bocal lui-même devait avoir le bec qui était fait vers la centrale, on avait aussi le devoir de faire en sorte que les mèches eux-mêmes devaient être aussi vers la centrale, comme tu as dit tout à l'heure, parce que tu peux très bien avoir le bec vers ici, mais la mèche qui est penchée de l'autre côté, tu peux très bien tirer la mèche de l'autre côté, pas forcément vers la centrale. Donc c'était 2 lois. Maintenant, si c'est comme ça, il faut comprendre pourquoi la paracha nous dit El Moul Pnei Menorah Yahiru Shivat Hanerot, vers le centre, vers la face de la menorah vont éclairer les 7 bougies. Puisque là tu m'as donné un nouvel ordre de comment allumer la menorah, on n'aurait dû pas dire Yahiru comme si les bougies vont éclairer, comme si c'est de la magie. On aurait dû dire en hébreu Tahir Shivat Hanerot. On dit à Aaron, assure-toi de faire en sorte que les bougies éclairent vers la centrale. Pas Yahiru, comme si c'est quelque chose qui va d'office que les bougies elles-mêmes vont éclairer. Et donc c'est un débat, pour ça on veut comprendre quelle est en réalité la machloket, quelle est la discussion qu'il y a ici entre Rashi et Ramban, quel est le débat réel et qu'est-ce qu'on cherche à comprendre. Pourquoi il fallait faire attention que les bougies, les mèches, les bocaux soient vers la centrale. Pourquoi la Torah nous donne ces 7 branches de menorah qui sont au final dans le même, sur la même menorah. On a un débat général. Un débat qu'on va tout de suite voir entre Rashi et Ramban. La paracha de Hémor, dans laquelle la Torah te dit Veikro elech Hashem enza et zart, on va prendre de l'huile pure, l'huile d'olive pure concassée, pour éclairer la halot nertamid en dehors du parochet, etc. Rashi te dit ça c'est parachat mitzvah tanerot, qui veut dire c'est la paracha comment avoir le devoir d'allumer les bougies dans le temple. La paracha Vatat et Tzaveh, c'est une paracha qui nous parle sur l'ordre de comment construire le temple. On a parlé aussi de la menorah, mais la mitzvah essentielle se trouve dans la paracha Hémor. Regarde Rabbi. Selon Rashi, il y a 3 parachiotes bien distincts concernant la menorah. L'injonction dans la paracha Tzaveh fait partie du programme de la construction du tabernacle. Ça, c'est la base. Paracha Hémor traite de la mitzvah des lampes. Et notre paracha traite de la menorah même et de ses lois. Selon Nachmanide, par contre, selon Ramban, c'est totalement différent. La paracha Tzaveh traite directement de la mitzvah d'allumer les lampes de la menorah, pas la construction. Selon après, Mais à quoi ça nous apprend? tout de suite, attends. Puis les injonctions de la paracha Hémor de notre paracha sont des détails qui complètent ces lois. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ça veut dire que d'après Rashi, dans la paracha Hémor, l'ordre elle était de quoi? C'est la paracha qui te parle de comment construire les bougies. D'après Ramban, non. L'ordre de comment mettre les bougies, c'est dans la paracha Tzaveh. La paracha des morts, cette semaine, ça te raconte encore des détails. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça? Et moi, je te dis aussi, qu'est-ce qu'on en a à faire? Si la Torah te répète et te détaille de cette manière-là, il y a bien quelque chose qu'on va prendre, on va tout de suite arriver. Deuxième détail. On a vu au débat de la paracha de cette semaine que Rashi te demande la question, Lama nismecha? Et là, tu viens commencer à la réponse. Pourquoi a été rapprochée la paracha de la menorah à la paracha de Nessim? Semaine dernière, on a vu comment on a fini la paracha avec toute cette répétition, la paracha la plus longue de la Torah, 176 versets. Dans laquelle on a fini avec toute l'inauguration du temple, avec comment chaque chef de tribu avait le devoir d'inaugurer le temple avec son sacrifice, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Rachid te dit le fils, Aaron, quand Aaron il a vu tout ce que les chefs de tribu ont amené comme sacrifice, il a été un peu déprimé, il s'est dit qu'est-ce qu'il y a pour moi? Moi je fais rien. Alors Kadosh Baruch Hu, Rachid te dit, Dieu lui a dit, Chayecha, je te jure, je te promets, Shel Chag de la Mishalem, ta mitzvah est plus grande que la leur. Pourquoi? Shata Madlik ou Metiv et Anerot. Parce que toi, tu vas allumer, et tu vas aussi embellir les bougies, les mèches, etc. Et donc, c'est totalement différent des autres. Ça, c'est Rashi.
Ramban, comme d'habitude, comme je dis à chaque fois que Rashi dit quelque chose, Ramban, comme s'il pour faire exprès de dire le contraire, ou autre chose, il demande une question sur Rashi, il dit différemment. Fait de la même manière que dans la paracha Emor, c'était juste un détail en plus sur la paracha Tetzavé, qu'on doit allumer la menorah. Pareil, cette semaine, on a complété les lois des bougies. On t'a dit que tu dois allumer 7 bougies, qui doivent éclairer vers le centre. Mais comme on a parlé par rapport à la menorah, etc. Et donc on ne parle pas ici d'un détail important par rapport à ce qui s'est passé avec Aaron. Rien à voir avec ce que Rashi dit. Si on résume, pour avoir le sens de la paracha de cette semaine, qu'est-ce que ça nous parle pour nous aujourd'hui? Jusqu'à présent, on a un débat entre Rashi et Ramban, l'Achmanide. D'après Rashi, il y a 3 parachiotes qui nous parlent de la menorah. L'ordre de base, la paracha Tetzavé, qui est dans l'ordre, la chronologie de comment construire le temple pour préparer à construire le temple. Paracha Emor, Mitzvat Hanerot, là-bas c'est l'essentiel, c'est la base de comment allumer les bougies. Paracha Be'alotra, c'est pas les bougies, c'est sur la menorah. En 2 mots, pas les bougies qu'on a vues dans Emor, mais là c'est comment faire la menorah, qui devait être un bloc, etc. Ça c'est Rashi. Viens Ramban était dit non. La base où on apprend comment allumer les bougies, c'est la paracha Tetzavé. L'autre qu'on a dans la paracha Emor, dans Be'alotra, c'est encore des détails comment allumer les bougies. Il n'y a pas ici 3 choses totalement différentes. De là, on va comprendre pourquoi cette semaine, la Torah, elle te répète ce verset qui apparemment est en trop. Qu'est-ce que ça veut dire alors quand on t'a dit « Maaseh menorah miksha » voici l'acte de la menorah, la manière comment construire la menorah, ça devait être un bloc. D'après Ramban, puisque quand tu allumes les bougies, ils devaient tous s'éclairer vers le centre de la menorah. Et ça, c'est la suite des détails qu'on a déjà vus dans les lois de la menorah elle-même. Donc « Maaseh menorah », c'est un détail en plus, que pour pouvoir allumer les bougies comme il se doit, tu dois les allumer sur une menorah et pas sans menorah. Parfois, même Hanouka, quelqu'un qui n'a pas de menorah, peut très bien allumer les bougies collées sur une table. 1, 2, il a fait la mitzvah, même sans menorah. Là, on t'a dit dans le temps, tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu dois les mettre sur une menorah qui est miksha d'un bloc et pas plusieurs morceaux. Sinon, tu peux allumer les bougies. Ça, c'est d'après Ramban. Donc, c'est un détail en plus dans la halakha. D'après Rashi, il appelle cette paracha la paracha à menorah. C'est-à-dire que l'essentiel de ce qu'on voit cette semaine, c'est pas comment allumer les bougies, mais comment faire la menorah. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est apparemment faux. Parce que dans la paracha de cette semaine, on ne te parle pas essentiellement de comment faire la menorah, on te parle de comment allumer les bougies. Donc, El-Moul, Peneh, la menorah, on est obligé de dire qu'on ne parle pas ici de comment allumer les bougies, mais du sens de la menorah, comment elle devait être faite. Regardons dans le 5, après on verra dans le texte. La position des mèches a dit que la Torah était unie. Visuellement, la tige centrale de la menorah ne comportait pas de parties distinctes. Elle apparaissait à l'évidence qu'il s'agissait d'une seule unité. Les 6 branches, par contre, ne montraient pas dans le produit fini l'appartenance au même bloc que la tige centrale. Ainsi, lorsque tous les 6 lampes éclairent vers la tige centrale, on reconnaît qu'il s'agit bien d'une seule menorah et que tous les lampes sont un détail de la branche centrale. C'est pourquoi les 7 branches éclaireront, c'est dit au passif. Dans les versets de la paracha Trouma, quand on te parle de comment faire la menorah, on te dit « Vassi ta menorah za'ator miksha ». Ça devait être fait un bloc, avec les fleurs, avec les vases, avec tous les pommes, etc., etc. Après, ça, on te dit que tu devais avoir 6 branches qui sortent, 3 de chaque côté. C'est malgré qu'on te dit que la menorah devait être faite d'un bloc, c'est ce qu'on a dit au départ. Il y a une différence entre la tige centrale et le reste. La tige centrale, tu vois, aucun autre bloc, aucune autre séparation. Si tu voyais que c'était vraiment un seul bloc, un seul tuyau, si on peut dire, un seul bambou, un seul roseau, un seul... Bref, un bloc. Alors que dans les autres 6 branches, malgré que c'était fait aussi en or, etc., une fois qu'on a fait la menorah, on ne remarquait pas forcément que c'était fait avec un seul bloc. Ça pouvait être fait aussi de manière différente. Quand j'ai dit dans la paracha de cette semaine à Aaron le devoir, Be'alotra est un erot. Quand tu vas allumer les bougies, ça devra éclairer vers le centre de la menorah. On voit que c'est pas seulement que c'est une seule menorah, mais on voit aussi ce détail important, que même les autres 6 bougies, les autres 6 branches, ils étaient un détail de la menorah de la bougie centrale. Ils faisaient partie de cette tige centrale. Et donc, même si l'ordre ici, c'est un ordre qui est essentiellement par rapport à allumer les bougies, et qu'est-ce qu'il y aura de faire avec les mèches, mais ça a à faire avec la menorah en elle-même. Et c'est pour ça qu'on répond déjà à la première question qu'on a dit tout à l'heure. Une des questions, pourquoi on n'a pas dit que Taïr, tu feras éclairer les 7 bougies, mais ils vont éclairer les 7 bougies. Parce que si l'ordre qui a été donné à Aaron, c'est pas un din, c'est pas un ordre qui a été donné par rapport à la personne qui allume, ce qu'on appelle dans le langage halachique le gavra, mais c'est un ordre dans le chefta, dans l'objet. On te parle ici de faire attention que la menorah soit un bloc. Et pour ça, la Torah, elle te dit ça dans la loi, dans les lois des parachat à menorah, pas dans la paracha qui te parle de la mitzvah des bougies. Mais c'est ma menorah, en plus de ça, il ne vient pas te détailler tous les détails de la menorah ici. Les branches, les vers, les fleurs, les pommes, comme dans la paracha Trouma.
Mais ici, on te dit un bloc. La menorah ad picha. Je te dis, dans l'ensemble, ça doit être un bloc. Je rentre pas dans les détails. Et ça, c'est ce que Rashi vient et te dit. Goufa shel menorah, toute la menorah en entier, tout ce qui dépend de la menorah. Parce qu'ici, l'essentiel, c'est pas le fait que la menorah soit faite en un bloc, mais comment tout fait partie de la menorah. Et tout ce qui dépend de la menorah fait partie de cette menorah. Jusqu'à là, c'était la technique. Maintenant, regardons dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, cette menorah. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si on apprend la paracha toutes les semaines, on a le devoir de se dire, qu'est-ce que j'apprends de cette paracha? C'est pas quelque chose qui a été dit comme ça pour lire quelque chose qui faisait autant du temps, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps. On a vu d'après Rashi qu'Aaron s'est senti mal. Aaron s'est senti mal du fait qu'il n'a pas participé à l'inauguration du temple, ni lui, ni la tribu des Kohanim. Dieu l'a consolé en lui disant quoi? Shata madlik ou metiv et tanara. Toi, tu as le devoir d'allumer et rendre des bougies en beauté. Ça veut dire que le sujet essentiel de la paracha, c'est quoi? C'est qu'Aaron, il va allumer, il va faire que les bougies vont brûler avec beauté. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça c'est le devoir principal qui a été dit dans cette paracha, comment tu peux me dire, avec tout ce qu'on vient de voir, que non, ici l'essentiel c'est de te faire savoir que la menorah était en un bloc? Ou tu me parles de l'objet, ou tu me parles du devoir qu'Aaron devait faire? Et la réponse elle est, qu'est-ce que tu crois? Que quand Dieu dit à Aaron, je te promets que ta mitzvah est plus grande que la leur, parce que toi tu allumes les bougies, c'est pas seulement quand Aaron il va allumer les bougies, qui est plus grande que l'inauguration du temple qui a été faite par les chefs de tribu la semaine dernière. Mais on parle ici d'une base fondamentale dans l'inauguration de la menorah. Pendant les 12 jours que les Nessim, les autres chefs de tribu, ont amené les sacrifices qu'on a vus la semaine dernière, Aaron, il était là en train d'inaugurer la menorah. C'est pour ça qu'il allume les bougies, qu'il a dans la menorah, chaque fois. Et quand il lui dit que ta mitzvah est beaucoup plus grande, c'est la mitzvah d'Aaron qui est plus grande dans tous les jours. Le fait que chaque jour, lui, son devoir, c'est d'allumer les bougies. Ça, c'est sa mission. Sa mission n'est pas d'amener les sacrifices comme les autres, même si au départ, il se sent mal à l'aise que les autres l'ont fait, lui, il l'a pas fait. Je dis, t'inquiète, ta mission, c'est d'allumer les bougies, de les allumer tous les jours. Regarde dans les détails. On sait très bien que l'unité des 7 branches de service divin... Non, avant ça, avant d'entrer dans la table, j'ai oublié encore un point. Et le but de cette inauguration qu'il faisait avec la bougie, c'était pas tant le travail, pas tant le fait qu'il s'est mis à les allumer, mais le fait qu'avec ça, il a terminé l'inauguration de la menorah, et grâce à ça, on peut continuer à utiliser la menorah. Oui, comme tout, comme toujours. C'est pas des carrefours d'à côté. Qu'est-ce que je te disais? Et donc, si tu allumes une menorah, tu as un chandelier à la maison, et tu l'allumes pas, à quoi ça sert? Le but qu'Aaron il allumait tous les jours, c'est comme montrer que là, la menorah elle est terminée. Elle est avec toute son embellie, parce qu'avoir une menorah éteinte, ça sert à rien. Avoir une menorah éteinte allumée à moitié, ça sert à rien. Donc pendant qu'eux, ils amènent leur sacrifice, lui, il allumait la menorah. Maintenant, tu as la cérémonie entière. C'est comme si tu fais une grande soirée, tu mets des bougeoirs au centre de la table et les bougies sont éteintes. Pourquoi tu as mis les bougeoirs là? Tu as perdu ton temps. Tu mets les bougeoirs pour que les bougies soient allumées. Tu as mis la menorah pour que la menorah soit allumée. Donc ça fait partie de ton travail dans l'inauguration du temple, c'est de s'assurer que la menorah soit allumée. Qu'est-ce que représente tout ça? Qu'est-ce qui représente la menorah? Qu'est-ce qui représente ces bougies? Très simple. La Noazaga a été dit dans l'écoute de Torah. Que le Neshama, elle a appelé Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. Et comme tous les Neshamas du peuple juif, on est tous appelés, on fait tous partie de la menorah. Dans la menorah, il y a 7 bougies. Pourquoi? 7 manières de servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, cette manière de servir Dieu? Il y a d'abord la Neshama, comment elle fait partie, une étincelle divine. On fait tous une parcelle divine, on fait tous partie de Dieu. On est tous unis avec Dieu. C'est la raison pour laquelle le peuple juif, c'est un seul peuple, un Mechad. Une seule Torah, un Dieu. Après ça, il y a comment chaque menorah découle de sa racine. Chaque juif est une existence à part entière, séparée de l'autre. Et chacun il a ses qualités individuelles en fonction de la mission que Dieu lui a donnée. Comme chaque branche qui est éclairée dans la menorah, que oui, elle faisait partie de ce bloc, faisait partie de la menorah, partie intégrale, elle faisait partie même, ne pouvait pas être un morceau détaché, mais chacun avait sa mission. Chacun avait son devoir, chacun avait son rôle. L'unité n'est pas l'uniformité qu'on a vu plusieurs fois dans les cours, qu'on peut voir sur l'application et Torah, les différents podcasts. Maintenant, on a ici 2 sujets dans la menorah. D'un côté, tu as le maaseh à menorah, que la menorah devait être un bloc en or. Ça montre sur l'union du peuple juif à la base. À la base, on est tous unis sans aucune différence. Un juif, c'est une nefesh elokit, très que le kramim al-mamash, qui veut dire une parcelle de Dieu. Après, il y a 7 manières de servir Dieu. 7 différentes manières. C'est ça que le verset vient et te dit. Comment tu peux allumer les bougies? Comment tu pourras allumer cette menorah alors que chacun y sert Dieu d'une manière différente? Ça doit être fait al-moul pene menorah yair shivat hanerot, qu'on reconnaisse comment le travail individuel de chacun, c'est pas que chacun, comme on appelle, fait Shabbat pour soi-même, mais qu'on est tous attachés à Dieu. On fait tous la mission que Dieu nous a donnée. Mais on reconnaît à travers la mission de chacun comment, globalement, on rend ce monde un monde meilleur et on sert Dieu comme il se doit. 6.
l'unité des 7 branches au service divin d'Israël. Le côté Torah de Balot a été dit là, mais appelé une lampe, ainsi qu'il a écrit la lampe de Dieu, et c'est l'âme de l'homme. L'ensemble des âmes d'Israël est appelé Menorah, car celle-ci comporte 7 branches qui correspondent aux 7 niveaux distincts dans le service divin. 8 et 17, Menorah comporte 2 niveaux, l'unité des âmes d'Israël à leur source, là où elles se correspondent toutes, qui ont tous un seul Père, comme c'est écrit dans Tania chapitre 32. Une unité absolue au point de tout que tout Israël ne constitue qu'une seule et unique élément. Puis lorsque chaque âme se développe à partir de sa source, chaque juif devient une entité indépendante, distincte des autres. Chaque juif aura ses qualités singulières, lui permettant de réaliser sa mission de vie. Je fus créé pour servir mon Créateur, comme c'est écrit dans la Mishnah de Kiddushin. Et donc les deux concepts de la Menorah, unité originelle et une unité fusionnelle. C'est la raison pour laquelle la confection de la menorah d'une seule pièce jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, fait référence à l'unité des enfants d'Israël tels qu'ils sont à leur source, sans distinction. Ensuite, ils se divisent en 7 façons différentes de servir Dieu. C'est pourquoi le texte précise, vis-à-vis de la face de la menorah, que les 7 lampes éclaireront. Il faut que cela apparaisse de façon évidente, que chaque façon individuelle de servir Dieu n'est pas distincte des autres, qu'elles sont toutes liées. Il faut que dans chacune de ces méthodes apparaisse à l'évidence que l'essentiel et le but commun est identique, et bien de servir son Créateur. Comment le faire? Chacun de manière différente. Comme dans un docteur, tu as un dentiste, tu as un gynécologue, tu as, un ORL, et ensemble, il faut s'assurer que la personne soit en bonne santé. Et donc ça, ce sont Tu as un rabbin. les deux manières. Exactement. Rabbi continue en te disant, tu as aussi 2 approches complémentaires sur l'unité du peuple juif. Et là, on regarde la différence qu'on a vue tout à l'heure entre les débats Rashi et Ramban Nachmanide. D'après Rashi, qui explique le sens littéral du texte, qui était quoi? Le sens littéral du texte était explique l'action d'Aaron visant à faire monter les lampes au sens littéral, avant de faire en sorte que chaque âme d'Israël monte, qu'elle s'élève à sa source, au niveau où les âmes d'Israël sont d'un seul bloc. Selon Rashi, ça c'est le sens profond de l'allumage de la menorah. Et c'est bien cette élévation qui conclut et qui parfaite la confection de la menorah. Que chaque âme puisse monter. Selon Nachmanide, par contre, étant donné dans son commentaire, il inclut également les secrets de la Torah, selon lesquels l'objectif de l'élévation des âmes d'Israël est de construire une demeure pour Dieu ici-bas. L'objectif principal est bien l'allumage effectif. Ainsi, l'objectif de l'unité originelle d'un seul bloc est que même lorsque les âmes auront de façon distincte de servir Dieu, elles seront unies par le sens de l'âme. Voilà la différence entre Rashi et Ramban. Et avec ça, on prend ce même discours qu'avait la prononciation en 1970. Le cours sera un replay entre l'application eTorah, eTorah, ainsi que sur les différents podcasts. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.